où une petite erreur a coûté la vie à 9 agents dans une attaque horrible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons 5 rencontres dévastatrices où des agents des forces de l'ordre ont affronté les prédateurs les plus meurtriers de la nature, depuis l'embuscade silencieuse d'un tigre en Inde jusqu'à l'attaque calculée d'un puma en Californie. Mais d'abord, nous commençons en Alaska, où une petite erreur a coûté la vie à 9 agents lors d'une attaque par un grizzly. C'était le 12 février de l'année 2025 dans le parc national de Katmai, en Alaska. La journée a commencé avec un ciel très nuageux, des températures à peine au-dessus de zéro et une chute de neige constante. L'exercice de formation en milieu sauvage avait été programmé plusieurs mois auparavant, mais le temps et le terrain ont clairement indiqué que la marge d'erreur était très mince. Le sergent Daniel Price, 44 ans, était l'officier supérieur dirigeant le détachement d'entraînement. Il faisait partie du département de police d'Anchorage depuis 20 ans. Connu comme un superviseur stable mais strict, la plupart de sa carrière s'était déroulée en patrouille urbaine, avec seulement une exposition limitée au travail en région éloignée. Price s'était porté volontaire pour ce cours de survie par temps froid, en partie pour prouver que son unité pouvait gérer des missions en pleine nature sans s'appuyer sur les gardes forestiers. Parmi les 10 autres, il y avait des agents de patrouille et des officiers subalternes, des hommes et des femmes habitués au contrôle routier et aux appels domestiques, pas à l'imprévisibilité brute du terrain alaskien. Leur motivation était variée, avancement professionnel, pression du département et la simple attente que les ordres soient suivis. Le groupe était arrivé 2 jours plus tôt, équipé de raquettes, de fusils, de radios et de quelques équipements divers fournis par le département. Comme peu de gens avaient une expérience préalable de la survie, un briefing par un ranger ce matin-là a souligné les risques de la glace mince, de la neige profonde et de la faune, en particulier les grizzlies. Le ranger avait spécifiquement averti d'éviter un vieux cours d'eau à saumon qui contenait encore des carcasses sous la glace, où les ours étaient parfois actifs même en plein hiver. Plusieurs officiers ont ri, en remarquant que février signifiait la saison d'hibernation, et ont ignoré l'avertissement. Price a laissé passer, ne voulant pas retarder l'exercice d'entraînement du jour. Les ours grizzly à Katmai pèsent généralement entre 317 et 544 kg. Bien que beaucoup entrent dans des tanières pendant l'hiver, ils ne suivent pas tous des schémas prévisibles. Les mâles plus âgés, surtout ceux qui trouvent des sources de nourriture persistantes, peuvent rester semi-actifs et se terrer peu profondément. Un ours surpris dans son antre sous une neige épaisse est très défensif et sa vitesse, pouvant atteindre 35 miles par heure sur de courtes distances, peut submerger même des groupes armés. Le paysage autour de Katmai était impitoyable. Des fourrés d'épicéas blancs et d'aulnes s'alignent le long de ruisseaux étroits avec des congères épaisses cachant des trous et des plaques de glace. La visibilité diminue à mesure que les flocons s'intensifient et la formation des officiers s'étire de manière inégale. Les radios grésillaient alors qu'ils essayaient de rester alignés, mais les échos étouffés dans la forêt enneigée rendaient difficile l'évaluation de la direction. En milieu d'après-midi, le détachement s'est déplacé dans le fourré près du ruisseau contre lequel le garde forestier avait mis en garde. La neige avait dérivé sur une dépression qui cachait l'entrée d'une tanière. La seule alerte provenait d'une faible odeur musquée qu'un petit nombre d'officiers avaient remarquée mais ignorée. Ce qui semblait être une négligence triviale a eu des conséquences qu'aucun d'entre eux ne pouvait inverser. À 15h40, en un instant, la neige s'est éclatée. Un grizzly estimé à 1100 livres a surgi du sol, rugissant et chargeant la silhouette la plus proche. L'officier Tyler Green, âgé de 29 ans, a glissé sur la glace en essayant de lever son fusil. Jim Belanger, l'un des survivants, a dit plus tard que l'ours avait frappé la tête de Green avec une patte avant. Le coup fut instantanément fatal. La panique s'est installée immédiatement. Plusieurs officiers ont tiré, mais leurs tirs ont manqué leur cible, cassant des branches et déchirant l'écorce. Les détails de l'enquête ont montré qu'au moins une balle avait touché le flanc de l'ours, mais n'avait pas réussi à arrêter sa charge. Malgré la blessure, l'animal a continué d'avancer avec toute sa force. Le sergent Price a crié pour qu'il maintienne la formation, mais ses ordres ont été noyés par le rugissement et les cris. L'ours a foncé sur l'officier Louis Banks, âgé de 31 ans, le saisissant par l'épaule et l'entraînant dans les buissons. Ses cris résonnaient par-dessus les coups de feu jusqu'à ce qu'il s'interrompe brusquement. Les officiers les plus proches de lui ont essayé de le tirer en arrière, mais l'ours les a traversés, arrachant presque le bras d'un homme au niveau du coude et écrasant le torse d'un autre sous son poids. Le chaos a divisé le groupe. 3 officiers se sont retournés pour courir, tirant des balles à l'aveuglette derrière eux. Un a glissé dans un congère et a été rattrapé, mutilé tandis que les autres fuyaient. Un autre a trébuché sur ses raquettes et a été traîné à la vue de ses camarades, les mâchoires de l'ours se refermant sur son dos, le secouant violemment avant de le jeter de côté. La neige était teintée de rouge sur une large étendue de terrain avec des fusils, des sacs et des casques éparpillés. Bien que saignant abondamment de blessures antérieures, l'élan de l'ours l'a porté à travers la formation en dispersion, frappant les cibles en succession rapide avant que la retraite ne soit possible. Le sergent Price a tenté de rallier les survivants, tirant à bout portant dans le flanc de l'ours.
L'autopsie suggère que l'animal a dû se retourner contre lui, le projetant contre un arbre avec assez de force pour briser ses côtes et perforer ses poumons. Les autres ont essayé de le libérer mais ont été renversés eux-mêmes. Les enregistrements ont ensuite confirmé que les officiers ont fait des transmissions radio répétées pendant l'attaque, mais le terrain escarpé et la mauvaise visibilité ont causé des interférences. Ce n'est que lorsqu'un officier a activé une balise satellite d'urgence que les sauveteurs ont reçu une alerte claire. Les transmissions radio capturées pendant ces minutes étaient incompréhensibles et frénétiques. Bruit statique, cris de secours, tirs croisés et cris, puis le silence a suivi. Lorsque les gardes forestiers et l'unité des policiers d'État sont arrivés, ils ont trouvé l'ours mort à environ 50 mètres du groupe principal de corps, sa trace marquée par une lourde perte de sang causée par de multiples blessures par balles subies pendant la lutte. Le sol autour de la tanière était déchiré, jonché de douilles vides et d'équipements brisés. 5 officiers étaient de mort sur les lieux, 4 autres, récupérés vivants mais de façon catastrophique, gravement blessés. 3 d'entre eux ont succombé pendant le transport médical tandis qu'un autre est mort à l'hôpital. Seuls les 2 qui avaient réussi l'appel radio ont survécu, Chris Barbeau et l'officier Daniel Lee. Tous 2 ont nécessité plusieurs chirurgies. Les suites à Anchorage étaient calmes mais lourdes. Le département a organisé une commémoration privée au siège de leur commissariat avec des drapeaux en berne et une garde d'honneur présente. Les déclarations publiques ont souligné le dévouement des officiers, mais ont évité les détails de l'incident. Le rapport du service des parcs nationaux a conclu que la mauvaise préparation, le mépris des avertissements explicites sur la faune et le manque d'expérience dans le milieu sauvage avaient été des échecs centraux. En fin de compte, les décès ont été catalogués comme évitables, conséquence d'une erreur humaine se heurtant aux réalités de l'arrière-pays de l'Alaska. Cependant, alors même que la formation de ces policiers en Alaska s'est terminée dans la fureur explosive d'un grizzly, en Inde, 2 patrouilleurs sont descendus de leur bateau, inconscients qu'un tigre du Bengale mâle était caché, prêt à les traîner dans la boue. C'était le 8 septembre 2016, dans les Sundarbans du Bengale occidental en Inde. La marée avait commencé à descendre, laissant des bancs de boue glissants exposés entre les mangroves denses. Le soir, l'histoire de la façon dont 2 policiers ont sous-estimé le terrain ferait partie des archives du département forestier. L'inspecteur Rajesh Chatterjee, âgé de 39 ans, avait construit sa carrière dans l'application de la loi en milieu rural, travaillant dans des petites villes où sa réputation était fondée sur la stabilité et la fiabilité. Il n'était pas téméraire de nature, mais il était ferme dans sa conviction que le crime, et non la faune, représentait le plus grand risque pour les villageois. Le braconnage était un problème dans les Sundarbans depuis des décennies, et son objectif était de prouver que les patrouilles locales pouvaient faire respecter la loi sans toujours dépendre de spécialistes externes. Les habitudes de Chatterjee reflétaient ce pragmatisme, prendre des notes méthodiquement, insister sur la ponctualité et avoir confiance en sa capacité à imposer de l'ordre dans des environnements incertains. L'agent Arvind Rao, âgé de 32 ans, était moins expérimenté mais désireux de faire ses preuves. Il avait été transféré d'un district où ses fonctions étaient principalement axées sur la régulation du trafic et des petits litiges. Sa motivation était simple, suivre l'exemple de son supérieur et démontrer sa compétence dans des conditions difficiles. Aucun des 2 hommes n'avait une formation formelle en faune, mais tous 2 portaient des fusils et supposaient que cela suffisait pour se protéger. Ce décor dans les Sundarbans avait des mangroves épaisses pressées contre les canaux de marée, leurs racines s'élevant comme des murs enchevêtrés depuis la boue. C'est ici que se trouve l'une des plus grandes populations sauvages de tigres du Bengale. Les mâles adultes pèsent entre 350 et 420 livres. Contrairement à de nombreuses populations de tigres, les tigres du Sundarbans sont connus pour leur tolérance à l'eau salée et leur disposition à traquer les humains. Ce sont de puissants nageurs, capables de se déplacer silencieusement à travers les canaux avant de surgir de manière inattendue. Leur force de morsure est suffisante pour briser un os instantanément, et les attaques se produisent souvent sans avertissement. Plus tôt dans la semaine, les villageois ont signalé que le bétail disparaissait des enclos la nuit et de nouvelles empreintes de pattes avaient été vues profondément enfoncées dans la boue près des filets de pêche. Un garde forestier avait conseillé de reporter la patrouille jusqu'à ce que des pisteurs formés puissent se joindre, mais Chatterjee, concentré sur sa mission, pensait que le vrai danger venait des braconniers armés. Rao suivait son exemple, portant son fusil avec une décontraction prête à l'emploi. Leur guide, un pêcheur engagé pour les faire traverser les criques, a exhorté à la prudence en montrant les marques de griffes sur l'écorce des arbres près d'un canal étroit. Les officiers ont reconnu le commentaire, mais ont continué déterminés à vérifier les filets de pêche pour des signes d'activité illégale. En fin de matinée, la marée s'était suffisamment retirée pour que le bateau s'échoue dans la boue à un coude peu profond. Le pêcheur l'a stabilisé pendant que les 2 officiers descendaient, leurs bottes s'enfonçant dans le limon humide. Ils se sont déplacés lentement vers les filets, les fusils en bandoulière, scrutant la zone, à la recherche de traces humaines. Le pêcheur est resté près du bateau. La couverture de mangrove se profilait seulement à quelques mètres de distance, dense et ombragée.
Le calme était total jusqu'à ce qu'il soit brisé d'un coup. L'assaut du tigre était presque silencieux. Depuis le mur de mangrove, le mâle de 450 livres a surgi avec une vitesse explosive. D'un seul bond, il a frappé Chatterjee par derrière, ses mâchoires se refermant sur le côté de son cou. Le pêcheur a ensuite décrit comment son corps s'est effondré instantanément, le fusil glissant de ses mains dans la boue, le tigre l'a traîné, le sang s'étalant sur le sol humide. Rao a réagi avec panique. Il a levé son fusil et a tiré, le tir a effleuré l'épaule du tigre. L'impact a surpris l'animal mais ne l'a pas arrêté. Laissant tomber le corps inerte de Chatterjee, il s'est retourné avec une agilité surprenante. En 2 enjambées, il était sur Rao, le renversant en arrière dans la boue jusqu'aux genoux. Son fusil tomba de côté alors que les griffes du tigre lui lacéraient la poitrine, déchirant le tissu et la peau. Le pêcheur, à une courte distance, cria et se précipita vers le bateau. La lutte dura des minutes, mais parut plus longue. Rao a essayé de repousser l'animal, mais le tigre a serré son abdomen avec ses mâchoires avant que le prédateur ne le secoue violemment. La boue tournoyait sous leur corps, s'assombrissant de sang. Les mouvements de l'officier s'affaiblissaient tandis que le tigre le maintenait immobilisé. Lorsque Rao cessa de bouger, l'animal le relâcha brièvement pour saisir à nouveau le corps de Chatterjee et le traîner vers la couverture de mangrove. Le pêcheur rama frénétiquement pour appeler à l'aide. Le batelier a atteint un village en aval et a donné l'alerte. Les gardes forestiers sont arrivés quelques heures plus tard avec une équipe de récupération. Par la suite, seul le corps de Rao gisait sur la plaine de boue, déchiré et trempé de sang. Les restes de Chatterjee avaient été emportés dans les mangroves, ne laissant derrière eux que des traces de traînées et des éclaboussures. Le corps de Rao a été remis à sa famille le lendemain matin pour la crémation sous la supervision de la police. Les restes partiels de Chatterjee ont été retrouvés quelques jours plus tard, identifiés et remis à la famille pour les rites funéraires. Les 2 funérailles ont été brèves, avec la présence de proches et de représentants de la police désignés. Les responsables du département ont présenté leurs condoléances habituelles et il n'y a pas eu de couverture publique étendue par la suite. L'affaire s'est rapidement close dans les dossiers officiels, laissant les familles pleurer en privé. Pourtant, même si 2 hommes en Inde sont tombés sous l'attaque silencieuse d'un tigre du Bengale en Afrique du Sud, un agent de police s'est penché dans un buisson épais, sans savoir qu'un boomslang au-dessus de lui portait du venin qui pouvait transformer de légères blessures ponctuelles en saignements incontrôlables. C'était le 17 mars 2014 dans la province du Limpopo, en Afrique du Sud. La chaleur de midi pesait sur les terres agricoles près du bord des buissons bas. L'agent Jacob Mokoena faisait le tour du périmètre d'une clôture avec un agriculteur local, ignorant que les heures lentes et à venir passeraient d'une inspection de routine à une rencontre fatale. Jacob avait 28 ans, seulement 3 ans dans son service. Connu parmi ses collègues comme diligent, il avait la réputation de suivre les ordres et de travailler dur lors des patrouilles rurales. La plupart de ses tâches consistaient à rédiger des rapports de vol, à effectuer des contrôles routiers et à aider lors de litiges immobiliers. La mission de vérifier les clôtures pour détecter les signes de braconniers était simple, quelque chose qu'il considérait comme un travail de police classique. Les dangers liés à la faune, bien que courants dans la région, semblaient moins pressants pour lui que les menaces humaines. Il portait une arme de poing, mais pas d'équipement spécialisé, convaincu que son entraînement et son approche calme suffiraient. Sa vie personnelle reflétait la même stabilité. Jacob vivait avec ses parents dans une maison modeste à Polokwane, économisant de l'argent pour son objectif de devenir détective un jour. Il était méthodique dans ses routines, courant la plupart des matins et tenant des notes méticuleuses dans ses dossiers. Sa motivation ce jour-là était claire, soutenir l'agriculteur, répondre aux plaintes concernant la coupure des clôtures et terminer la patrouille efficacement. Cependant, le paysage n'offrait aucun réconfort dans cette région. Cachés dans les fourrés au-dessus, les dangers n'étaient alors pas toujours grands ou bruyants, mais silencieux et facilement négligés. Les boomslangs, bien que minces et verts, sont parmi les serpents les plus mortels d'Afrique. Les adultes peuvent atteindre une longueur de 5 à 6 pieds et sont connus pour leur capacité à se fondre parfaitement dans le feuillage. Ils passent beaucoup de temps dans les arbres, frappant avec une vitesse soudaine lorsqu'ils sont dérangés. Leur venin est hémotoxique, perturbant la coagulation et entraînant des hémorragies internes catastrophiques. Les symptômes peuvent être retardés, incitant souvent les victimes à sous-estimer la gravité d'une morsure jusqu'à ce que l'effondrement s'installe. Les serpents étaient de courant dans la région, surtout pendant les heures chaudes de midi lorsqu'ils cherchaient de l'ombre dans les buissons. En début d'après-midi, ils atteignaient une section de clôture où les fils s'affaissaient et se penchaient au bas vers le sol. Le fermier s'arrêta, pointant vers un enchevêtrement de broussailles à la base d'un arbre, disant qu'il avait remarqué quelque chose bouger plus tôt. Jacob s'approcha, s'accroupissant pour inspecter le fil. Son avant-bras frôla une branche cachée dans le feuillage. Puis, le pinceau lui-même prit vie. L'attaque fut instantanée. Un boomslang, enroulé et suspendu, s'élança en avant, ses mâchoires attrapant sa peau exposée. La morsure laissa 2 petites marques de perforation, à peine visibles. Le fermier a crié d'alarme, mais Jacob s'est retiré brusquement, le serpent se retirant dans le feuillage.
Il a inspecté la blessure sans grande inquiétude, la considérant comme mineure. Pendant près d'une demi-heure, il est resté stable, ne fléchissant la main que comme s'il testait la raideur. Son comportement rassura brièvement le fermier, bien qu'une inquiétude persistât. Cependant, au cours de la première heure, les signes changèrent. Du sang jaillit des gencives de Jacob lorsqu'il parlait et de fins filets commencèrent à s'écouler de son nez. Sa peau devint pâle sous la chaleur. Le fermier a insisté pour un retour immédiat au camion. La ferme était à près de 40 miles de la clinique la plus proche et la route n'était guère plus qu'un chemin de terre parsemé de ravines. Même dans un pick-up robuste, le trajet pouvait durer plus de 2 heures. Et sans ambulance disponible dans le district cet après-midi-là, il n'y avait pas d'option plus rapide. À la deuxième heure, Jacob se plia en deux, vomissant un liquide sombre sur le sol. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable et des taches violettes se répandaient le long de ses bras. Ils ont commencé le trajet vers la clinique la plus proche, le fermier accélérant sur la piste cahoteuse. Les symptômes s'aggravaient en temps réel. La respiration de Jacob devint irrégulière, ponctuée de spasmes alors qu'il pressait ses mains contre son abdomen. Il toussa à plusieurs reprises, projetant du sang qui tachait sa chemise. Ses yeux semblaient flous et ses mouvements devinrent saccadés, incontrôlés. Le fermier tenta de le maintenir assis dans le siège passager, mais chaque kilomètre empirait la scène. Lorsqu'ils atteignirent la clinique du village, Jacob était déjà inconscient. Le personnel médical a tenté de le réanimer, mais les dommages causés par le saignement systémique étaient irréversibles. Sa peau montrait une décoloration profonde et ses vêtements étaient saturés de liquide foncé. Le décès a été confirmé à l'arrivée. À la clinique, le personnel a informé le commandant de police provinciale et la nouvelle s'est rapidement propagée jusqu'au poste de Jacob. Au lieu d'un service formel, les officiers ont accompagné son corps à Polokwane et sont restés avec ses parents pendant les funérailles où il a été incinéré selon les souhaits de la famille. Les voisins ont rempli la cour familiale ce soir-là, apportant de la nourriture et s'asseyant tranquillement avec la famille pendant que son père parlait du caractère stable de Jacob. L'agriculteur qui était avec lui a remis une déclaration écrite aux autorités et son témoignage a été diffusé dans des bulletins de formation pour les patrouilles rurales. Plutôt qu'un communiqué de presse officiel, la leçon s'est transmise de manière informelle par des briefings. Les morsures de serpents hémotoxiques n'attendent pas, et la distance à un soin approprié peut être le facteur décisif. La vérification de clôture du gendarme à Limpopo s'est terminée avec le venin de Boomslang désintégrant silencieusement son sang. Et à des milliers de kilomètres de là, en Ouganda, un sergent essayait d'attacher son canoë sans savoir qu'un crocodile du Nil l'attendait dans les roseaux, prêt à bondir hors de l'eau. C'était le 3 juillet 2017, sur les rives du lac Kyoga, en Ouganda centrale. Le lac s'étendait calme et plat dans la lumière qui faiblissait, les roseaux de papyrus se balançant dans le vent, dissimulant ce qui se cachait en dessous. Et quelques heures plus tard, le silence serait brisé par un accident brutal observé de près. Le sergent Peter Okello avait 36 ans, un policier de carrière affecté aux patrouilles rurales. Né et élevé à Soroti, il avait grandi en pêchant sur de petites pirogues et en pataugeant dans ces eaux depuis l'enfance. Ses collègues le décrivaient comme fiable et pragmatique, pas imprudent, bien qu'il minimisait parfois les menaces qu'il pensait comprendre. Le travail de patrouille était routinier. Répondre aux plaintes de vol, calmer les disputes parmi les familles de pêcheurs et maintenir une présence là où la loi formelle atteignait rarement. Il se comportait avec une autorité discrète, à l'aise dans des environnements qui mettaient les autres mal à l'aise. Les patrouilles de juillet avaient ajouté de l'attention. Les villageois ont signalé des filets et des équipements volés près des îles éloignées, et la police était débordée. Pour Okello, cette mission signifiait un salaire régulier et une proximité avec son village natal. Il appréciait ses patrouilles du crépuscule, les considérant simples, et son habitude de se tenir debout dans le canoë pour mieux scruter les côtes n'avait jamais eu de conséquences auparavant. La décision semblerait mineure à l'époque, même pratique, mais elle le mettait directement à portée du danger caché dans les roseaux. Le papyrus le long du bord du lac s'élevait à près de 3 mètres de haut, épais et dissimulant. Le lac Kyoga abrite l'une des plus grandes populations de crocodiles du Nil en Ouganda. Les mâles adultes peuvent dépasser 16 pieds de long et peser plus de 1000 livres. Leur force de morsure est parmi les plus puissantes de tous les animaux, capables de broyer les os en un seul claquement. Ils attendent immobiles au bord des roseaux, utilisant des poussées de vitesse explosives pour attaquer leur proie. Des avertissements avaient circulé les semaines précédentes. Plusieurs villageois ont juré avoir aperçu un crocodile massif près des canaux de papyrus, l'un le décrivant comme plus long que la pirogue elle-même. Les pêcheurs ont exhorté les patrouilles à rester à l'écart des bancs de roseaux peu profonds au coucher du soleil, mais les hommes avaient pour ordre de vérifier ces mêmes rivages pour trouver des preuves de vol. Cette nuit-là, lorsque le canoë s'est échoué contre un enchevêtrement de roseaux, Okello s'est levé pour sécuriser la ligne, considérant cela comme un entretien de routine. Ses partenaires sont restés assis, concentrés sur leur radio. Le premier signe a été le mouvement soudain de l'eau à la base des roseaux, un changement trop brusque pour être dû au vent. Avant qu'Okello ne puisse réagir, un énorme crocodile s'élança des bas-fonds.
Ses mâchoires se refermèrent sur sa jambe droite avec un claquement violent, le tirant du canoë d'un seul coup. Il cria alors que l'animal le traînait dans l'eau, s'agrippant aux racines de papyrus qui se déchirèrent dans ses mains. Ses collègues virent son corps se tordre de manière anormale alors que la queue du crocodile fouettait contre le canoë, le balançant brusquement. L'eau a éclaté en agitant. Les hommes ont balancé leur pagaie sur l'animal, mais les coups n'ont eu aucun effet. La voix d'Okello a traversé le chaos, haute et déchirée, avant d'être coupée lorsque le crocodile a roulé. Son corps a été tiré sous l'eau dans un nuage de boue, des bulles éclatant à la surface. La surface est devenue calme, les officiers ont gardé leur pagaie levée, attendant un mouvement qu'ils ne pouvaient pas suivre. Quelques secondes plus tard, le crocodile a de nouveau fait irruption, ses mâchoires se verrouillant plus haut sur le torse d'Okello. La scène fut brève mais brûlante, ses bras s'agitèrent une fois, puis l'animal plongea, l'entraînant dans des eaux plus profondes. Les hommes crièrent de choc, essayant de maintenir le canoë stable tandis que les vagues de la lutte frappèrent ses côtés. Les roseaux tremblèrent violemment, puis tombèrent immobiles. Les deux survivants, assis, étaient stupéfaits, le canoë dérivant en déséquilibre. Ils ont appelé à l'aide à la radio, leur voix tremblante, mais la réponse était lente. Avec une couverture limitée dans la région, l'appel a atteint une station de district à près de 20 miles de distance, et les sauveteurs sont arrivés plus d'une heure plus tard en bateau à moteur. À ce moment-là, il n'y avait aucune trace d'Okello, mais des traînées d'eau perturbées et des ondulations persistantes se répandant à travers les roseaux. Au cours des 2 jours suivants, les recherches du rivage ont permis de retrouver des fragments de son uniforme déchiré et une seule botte coincée dans les roseaux. Aucun reste n'a été récupéré intact, ce qui correspond à une prédation par les crocodiles dans la région. Les rapports déposés par ses collègues ont fourni le seul compte rendu complet de l'attaque. Leurs paroles étaient au calme, mais ébranlées, décrivant la soudaineté et la force qui les ont submergés. Les autorités locales ont signalé le crocodile aux autorités de la faune, qui l'ont classé comme une menace directe pour la vie humaine et ont autorisé son enlèvement, bien qu'aucune confirmation de sa capture n'ait suivi. Après l'incident, l'activité de pêche autour de cette partie du lac Kyoga a presque cessé. Les familles refusaient de laisser les enfants s'approcher des eaux peu profondes et certains ménages ont déplacé leurs filets vers des eaux plus profondes et moins productives plutôt que de risquer les rives de roseaux. Même les hommes qui avaient s'épêché dans le lac depuis des décennies ont admis qu'ils ne faisaient de plus confiance au silence le long des bordures de papyrus. La peur s'est rapidement propagée, portée par les conversations du soir et les avertissements lancés de l'autre côté de la rive, transformant un lac familier en quelque chose qui semblait hostile et imprévisible. Les patrouilles sont repris, mais les villageois traitaient l'eau avec une nouvelle prudence et évitant les endroits où Okello avait disparu. Même si les eaux de l'Ouganda ont réclamé un protecteur défait par le crocodile en dessous, à des milliers de kilomètres dans les collines de Mendocino, un adjoint solitaire apprendrait que les ombres de la forêt cachaient un chasseur plus ancien que les insignes et les uniformes. C'était le 6 novembre 2013 dans le comté de Mendocino en Californie. Les routes secondaires à l'ouest de Ukiah étaient calmes au crépuscule. Les bois, s'étendant sombres et inégaux, n'étaient interrompus que par le bruit du gravier sous un camion de patrouille. La mission semblait simple, mais le silence portait une inquiétude. Avant la fin de la nuit, une vérification de routine se terminerait par une violence que personne dans la force n'avait prévue. Le député Stephen Cole avait 31 ans, un officier stable avec 5 ans dans le bureau du shérif du comté de Mendocino. Ses collègues le décrivaient comme calme, plus à l'aise sur le terrain qu'au poste. Né et élevé à Ukiah, il connaissait les routes de campagne mieux que la plupart. Cole se portait souvent volontaire pour les patrouilles rurales, appréciant la solitude et le sens du service direct aux communautés dispersées vivant en dehors des villes principales. Il n'avait aucune réputation d'imprudence, mais il croyait que la familiarité avec le terrain offrait une protection en soi. Cette croyance a façonné ses choix ce soir-là. Les résidents, près d'un sentier boisé, avaient signalé de possibles camps de chasse illégaux et Cole a pris l'appel sans hésitation. La mission correspondait à sa réputation de personne fiable et prête à couvrir un terrain difficile. Il ne le savait pas, bien que les observations soient rares, les lions de montagne sont natifs de la forêt de Mendocino. Les mâles adultes peuvent peser plus de 130 livres, avec des corps musclés conçus pour de courtes poussées de vitesse et des attaques en embuscade. La force de leur morsure est suffisamment puissante pour percer la peau épaisse des cerfs, leur proie principale. Ils comptent sur la discrétion, traquant souvent silencieusement pendant plusieurs minutes avant de bondir par derrière. Les attaques contre les humains sont rares, mais se produisent généralement dans les broussailles denses à l'aube ou au crépuscule lorsque la visibilité est mauvaise. Il a contacté son partenaire par radio pour l'informer du rapport avant de continuer seul. Il a garé son véhicule de patrouille le long du chemin de terre alors que la lumière diminuait, ne portant que son arme de poing et un petit sac. Il n'était pas rare qu'il vérifie les rapports seul avant de demander du renfort. Pour Cole, la décision semblait efficace et pratique, pas imprudente. 40 minutes plus tard, son partenaire est arrivé pour aider, trouvant le véhicule de Cole vide sur le bord de la route. Suivant des empreintes, dans les buissons, il se souvint avoir entendu un coup de feu étouffé devant, suivi de silence.
Le son était faible, suffisant pour causer de l'inquiétude, mais pas assez pour localiser l'endroit. Il s'est enfoncé plus profondément dans les bois, guidé par le chemin brisé de sous-bois dérangés. Le tir faible et les broussailles piétinées ne lui donnaient que des fragments, assez pour confirmer que Cole avait eu des ennuis. Ce qui s'est passé à ces moments-là a été reconstitué à partir des preuves et du récit ultérieur de son partenaire. Cole semblait être entré dans une petite clairière quand le lion a frappé. Derrière lui, l'animal a bondi, ses griffes lacérant son dos alors qu'il le projetait en avant. La force l'a projeté face contre terre. Son arme de poing s'est détachée lorsqu'il a heurté le sol. Les mâchoires du lion se sont refermées sur son cou et son épaule, secouant violemment. Cole a réussi à tirer un seul coup dans la terre, mais cela n'a guère interrompu l'attaque. La lutte a laissé des marques évidentes. Le sang éclaboussait les branches basses et de profondes traces de traînées traversaient en les feuilles là où le lion l'avait tiré sur plusieurs mètres vers des broussailles plus épaisses. L'uniforme de Cole était déchiré au niveau du col, le tissu assombri et déchiqueté là où les dents de l'animal avaient lacéré la chair. Sa tentative de se redresser se termina rapidement lorsque le lion le repoussa au sol. Le poids pressait son torse, les griffes s'enfonçant à chaque mouvement. Lorsque son partenaire a percé dans la clairière, la scène était en plein mouvement. Il a vu Cole au sol, cloué, le corps du lion courbé alors qu'il déchirait sa gorge. Le député a tiré avec son arme sans hésitation. 2 balles ont frappé le lion, qui a lâché Cole et s'est effondré à proximité. Cole est resté immobile, le sang imbibant la terre en dessous de lui. Sa gorge était déchirée, la blessure catastrophique. Son partenaire a tenté de trouver un pouls, mais c'était déjà trop tard. L'attaque avait duré moins d'1 minute, mais les dommages étaient irréversibles. Les agents ont ensuite confirmé que le lion était un mâle de 3 ans en mauvaise condition, sous-alimenté et agressif, ce qui correspond à un déplacement forcé de son territoire. Les rapports ont noté des preuves d'intention prédatrice, de traque, d'embuscade et de ciblage immédiat du coup. Le corps de Cole a été récupéré cette nuit-là et la zone a été brièvement fermée aux résidents. Les conséquences ont laissé une empreinte sur ceux qui vivaient près du sentier. Les résidents ont rapporté avoir entendu l'écho de coups de feu et plus tard ont complètement évité les bois. Les chasseurs qui parcouraient autrefois librement les routes secondaires ont commencé à se déplacer en groupe, gardant la radio allumée en vérifiant leur camp. Pendant des semaines, personne n'est passé par la clairière où Cole était tombé, bien qu'il ne restât rien de visible sauf du sol assombri et des branches cassées. Son partenaire a repris son service, mais ses collègues ont remarqué qu'il ne s'est jamais porté volontaire pour des patrouilles à l'ouest de Ukiah. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ces histoires d'armes à feu devenant inutiles face à des prédateurs de premier ordre, cliquez ici pour en savoir plus.